Bien, bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez. Jusqu'ici, dans le cadre de ces leçons, j'ai consacré pas moins de 4 cours à l'analyse du champ sémantique et des usages de l'adjectif hieros. Au sein de ce parcours, une grande partie de l'attention a été réservée à la poésie archaïque, avant de procéder la semaine dernière à quelques incursions dans un matériau épigraphique plus récent. Ce long parcours m'a paru nécessaire pour faire saillir la richesse du terme le plus largement utilisé pour exprimer la sacralité en grec et les spécificités dont on peine parfois à rendre compte par la seule référence au sacré général. De même, l'identification systématique des éléments que l'épithète qualifie, que ce soit dans le monde des dieux dépeints par le poète, ou par les poètes plutôt, ou dans le monde des hommes que les mêmes poètes mettent également en scène, cette identification a permis de revenir sur la notion de puissance convoquée naguère par Jean Rudart. Cette notion reste avec des nuances centrales dans la compréhension du terme. Je synthétiserai les acquis de cette enquête en conclusion de cette série de leçons, qu'il suffise de rappeler 3 constats en introduction de la discussion d'aujourd'hui. Premier constat, l'absence de tout sacré absolu et indépendant des dieux. Au contraire, c'est leur puissance qui exprime la notion, qui n'est toutefois jamais associée, vous l'aurez probablement remarqué déjà, jamais associée au pouvoir ou à ses attributs. Deuxième constat, tiré donc du parcours que nous avons effectué jusqu'ici, l'intensité différentielle dans l'attribution de la qualité de hieros, depuis celle qui investit le sanctuaire lui-même, le hieron au sens strict, jusqu'au cycle cosmique du monde qui rythme le temps des hommes, en passant par le hieros logos de Thèbes, le fameux bataillon sacré dont je vous ai parlé la fois dernière, ou par les armes des Éphèbes dans le serment que ces derniers prononçaient à Athènes. Donc, intensité différentielle dans l'attribution de cette qualité. Troisième et dernier constat à ce stade, le fait que la protection associée aux lieux, aux choses et aux biens qualifiés de hieros est précisément fonction de cette intensité variable de la puissance divine dont il témoigne. La gradation dans la sacralité entendue en lien avec l'action divine est de mise, donc une gradation et non une stricte opposition binaire avec ce qui ne serait pas elle, comme le veulent les théories classiques sur le couple sacré-profane dont j'ai parlé précédemment. Et sur cette opposition, je reviendrai plus avant. Donc voilà les 3 constats que je voulais poser d'emblée à la suite donc de la réflexion sur hieros. Et comme souvent en pays grec, c'est la pluralité des situations et des contextes qui prévaut, avec des dieux présents au monde et qui sont davantage conçus comme des partenaires que des maîtres absolus, même si évidemment une forme de crainte qui inspire le respect, on va encore le voir, et leur est associée. Présents au monde et en quelque sorte indexés sur sa complexité, les dieux sont des interlocuteurs puissants, aménagés, mais qui se plaisent à la fréquentation des hommes. Parmi tous les usages de hieros dans la poésie, nous avons vu qu'il qualifiait volontiers le nom des cités. Non pas des cités exceptionnelles dont le statut serait particulier, on l'a vu, mais potentiellement toutes les cités. Ou mieux encore, la cité, la polis en tant que principe d'organisation humaine dans l'ordre du monde dont les dieux font partie. Et c'est à comprendre cet ordre du monde et la place respective qui occupent les dieux et les hommes que je vais m'attacher en ouvrant d'autres champs sémantiques que celui de hieros, me rapprochant ainsi davantage encore de la question de la norme qui s'inscrit dans le titre de cette série de cours. Et vous le voyez dans le titre que j'ai choisi pour cette leçon, l'équilibre du monde, donc la thémis et thémis.
avec ce jeu majuscule-minuscule qui n'a évidemment aucun sens en grec, mais qui est un peu obligatoire en français. Je partirai pour ce faire d'un passage fameux du chant 9 de l'Odyssée. Ulysse et ses compagnons arrivent à proximité de l'île des Cyclopes, et le poète, par la voix d'Ulysse qui raconte ses aventures aux Phéaciens, évoque ainsi ces êtres monstrueux. Je cite le passage du livre 9, donc au vers 106-115. « Nous arrivâmes à la terre des Cyclopes, raconte Ulysse. Ces géants sans Thémistès. » Je n'ai pas traduit le terme, donc, et le sans Thémistès rend ici, dans la traduction, le athémistone du premier vers. Donc, ces géants sans Thémistès, qui se fient aux dieux immortels, ils ne font de leurs bras aucune plantation, aucun labourage. Chez eux, tout naît sans que la terre ait reçu ni semence ni labour. Le froment, l'orge et les vignes qui donnent le vin de lourdes grappes, gonflées pour eux par la pluie de Zeus. Ils n'ont ni assemblée délibérante, ni Thémistès, revoilà le terme. Ils habitent les fêtes de hautes montagnes dans des entrecreux, et chacun exerce la thémis. C'est ainsi que je traduis ici le verbe thémisteuai, ou thémisteuein, à l'infinitif. Chacun exerce la thémis sur ses enfants et ses femmes sans qu'ils se soucient les uns des autres. Fin de citation. Le monde des Cyclopes, outre la monstruosité qui frappe évidemment tous les lecteurs de cet épisode, la monstruosité du comportement cannibale de ses habitants, dont les compagnons d'Ulysse pour partie payeront le prix, ce monde donc se caractérise par une juxtaposition de familles. Le père y exerce une autorité sur femmes et enfants, mais sans que les Cyclopes en tant que groupe ne fassent société. Enfermés dans un état pastoral, dispersés dans la montagne, sans agriculture, mais récoltant des espèces végétales sauvages, sans commercer, ils méprisent en outre les dieux bienheureux et la Thémis des hôtes qu'Ulysse invoque quand il se trouve face à Polyphème. Et on avance un peu ici dans le chant 9, au vers 266-276, dont je lis la traduction avec vous. Il s'agit donc du dialogue que Ulysse essaye d'instaurer avec Polyphème. « Nous nous sommes arrivés ici, et nous touchons tes genoux, espérant que tu hébergeras tes hôtes, et leur feras en outre un présent, ce qui est la thémis des hôtes. » Là non plus, je n'ai pas traduit le terme, donc « hete xainon thémis estin », donc ce qui est la Thémis des hôtes. Très puissant, respecte les dieux, nous venons à toi en suppliant, continue Ulysse. Zeus est le vengeur des suppliants et des hôtes, c'est le dieu de l'hospitalité. Il accompagne les étrangers qui le révèrent. Ainsi parlais-je, dit Ulysse aux Phéaciens. Il me répondit sur le champ d'un cœur impitoyable, et donc voilà la réponse de Polyphème. Tu n'es qu'un niais étranger, ou tu arrives de loin pour me conseiller de craindre ou d'éviter les dieux. Les Cyclopes ne se soucient pas de Zeus qui tient l'égide, ni des dieux bienheureux, car nous leur sommes certes bien supérieurs. Fin de citation. Donc avec un vocabulaire légèrement différent, Ulysse avait déjà anticipé sur le profil potentiel des habitants de l'île en une alternative dont voici les termes. En effet, avant de rencontrer les Cyclopes, ils ignorent, dit-il, s'ils outrepassent les limites, je suis ici au vers 175-176 du même chant 9, donc il ignore s'ils outrepassent les limites, ce en quoi je traduis hubristai, donc avec la notion d'hubris qui est sous-jacente. S'ils outrepassent les limites, sont sauvages et sans pratique de ce qui est juste, et on voit ici le registre du dikaios qui arrive, du dikaion, ou s'ils sont bienveillants avec les autres, philoxénoi, et manifestent un esprit qui craint les dieux. Vous avez ici le nos théoudes qui signifie exactement cela. La thémis des hôtes désigne ici, je reprends aussi l'expression du vers 268 que l'on a vu tout à l'heure, la thémis des hôtes désigne ici le comportement attendu et adéquat à l'égard de ceux qui sont loin de chez eux et sollicitent un soutien. Ceux qui l'appliquent sont donc les philoxénoi du
passage que vous avez sous les yeux, et c'est évidemment ce type de profil qu'Ulysse espère rencontrer quand il aura débarqué. Toujours dans l'Odyssée, la scène où Eumée, plus loin dans le parcours d'Ulysse, la scène où Eumée accueille son maître sans le reconnaître, et les propos que le porcher lui tient illustrent cette même obligation, qui est quelque chose de récurrent dans le poème. Nous sommes cette fois au chant 14, vers 56-58, et Eumée s'adresse à Ulysse qui n'a pas encore reconnu. « Mon hôte, la Thémis m'interdit », donc voilà encore l'expression « oumoi Thémis esti », une variation sur les expressions que nous avons vues précédemment, « oumoi Thémis esti », enfin « est », la Thémis m'interdit, même s'il venait quelqu'un de plus miséreux que toi, de ne pas honorer un hôte. Ils procèdent tous de Zeus, étrangers et mendiants. Et ici, la traduction hôte et étranger recouvre évidemment le même terme, comme vous le savez, en grec. L'expression houmoi Thémis esti que l'on a ici au vers 56 est la variation d'une formule récurrente dans l'épopée, à savoir l'expression he Thémis esti, que l'on a vu apparaître avec Thémis déterminée par Xénon, la Thémis des hôtes, et que j'ai repris ici en bas de la dia. L'expression sans génitif, que l'on a ici au vers 56 du chant 14, l'expression sans génitif peut être rendue par ce que la Thémis permet ou ce que la Thémis recommande. Cette latitude à laquelle consent la Thémis, voire l'obligation qu'elle implique, se retrouve notamment, je vous épargne les textes, mais il y a différents registres dans lesquels on retrouve cette obligation exprimée par la Thémis. C'est le registre du rituel, c'est aussi le domaine de la vie affective, les relations entre parents, les relations entre enfants, enfin avec les enfants, entre parents et enfants, entre époux, mais aussi dans le cadre de la vie sociale au sens large, et tout ce que l'on vient de voir jusqu'ici l'atteste, les devoirs à l'égard des autres font évidemment partie de ce registre de la vie sociale. Comme l'exprime Eumée face à Ulysse, la Thémis est une exigence ressentie de manière plus ou moins forte selon les contextes. Depuis le bon usage, la conduite adéquate dans telle ou telle circonstance, jusqu'au comportement qu'il est absolument impératif d'adopter sous peine de verser dans un excès coupable, au sens propre de la démesure, outrepasser les mesures, les limites, ce que le grec formalise précisément dans le terme d'hubris, dont on a ici la version adjectivale qualifiant les cyclopes. La Thémis régit surtout des types de relations à différentes échelles, entre membres d'une famille, je l'ai dit, entre membres d'un groupe avec sa hiérarchie propre, entre étrangers, mais à l'égard des dieux aussi, c'est le registre rituel, toutes choses qui sont en quelque sorte intériorisées dans une culture donnée. La Thémis, je pourrais dire, est comme un, et je reviendrai sur ce terme, je m'en expliquerai, la Thémis, c'est comme un filet normatif qui régule la vie en société. De ce point de vue, remarquons que même les cyclopes, qui sont athémistes, subristai, à l'intérieur même de leur famille, même les cyclopes exercent la Thémis sur femmes et enfants. Donc il y a, quand bien même l'Odyssée situe-t-elle cette engeance monstrueuse dans un cadre asocial et apolitique, il y a quand même des règles qui président aux relations entre membres d'une famille, et les relations familiales relèvent de la Thémis, même pour les cyclopes. Cependant, c'est dans un registre plus ample que le thémistein des cyclopes que s'exerce normalement la Thémis. Si les cyclopes sont qualifiés, et on le voit ici donc dans le passage du chant 9 que j'ai remis à l'écran, si les cyclopes sont qualifiés d'athémistoi, on le voit au vers 106, c'est que leur font clairement défaut tant les règles de la vie sociale, le rapport aux autres, on vient de le voir, mais aussi le rapport aux dieux que j'intègre volontairement dans les relations sociales. Donc leur manque ces règles de la vie sociale, mais aussi les espaces et les outils de la délibération collective. Ils ne connaissent pas, nous dit le texte du chant 9, ils ne connaissent pas les assemblées délibératives, voire les places où se tiennent ces assemblées, puisque agora, que vous avez ici au vers 112, peut exprimer les deux, l'assemblée ou le lieu où elle se tient.
Et ils ne connaissent pas non plus les thémistos, c'est-à-dire thémis au pluriel, qui expriment les préceptes qui déclinent les injonctions de la thémis. Nous avions vu déjà passer ce terme, les thémistos. Nous l'avons vu passer ce terme il y a 2 semaines dans une série de vers de la Théogonie d'Hésiode, et je vous remets le texte sous les yeux, mais en m'arrêtant cette fois au vers 87. Ce qui m'intéressait la fois passée, c'est évidemment la hiérédosis du dernier vers, donc le don hieros que les muses donnaient au roi. Ici, je relis avec vous les premiers vers de ce passage, donc les vers 81 et 87 de la Théogonie. Celui que tiennent en honneur les filles du grand Zeus, sur qui dès sa naissance se pose leur regard parmi les nourrissons de Zeus, celui-là, elle lui verse sur la langue une rosée suave, c'est la hiérédosis. Les mots lui coulent de la bouche, propres à apaiser, et ces gens ont tous les yeux sur lui quand il tranche en matière d'arrêt coutumier. Ici, j'ai repris la traduction d'Annie Bonafé, mais donc ce sont les thémistes, par des sentences droites, et vous vous souviendrez de cet adjectif itus au féminin qui qualifie les dicailles ou la diquée. Celui-là, donc sans le moindre faux pas, quand il parle sur la place, a vite fait de mettre un terme aux querelles, même grande, il sait s'y prendre. Ce passage, quand je l'ai produit la première fois, m'avait servi de comparaison à un autre passage du chant 18 de l'Iliade, où le bouclier d'Achille représentait le cercle des anciens dans la cité en paix, tranchant un conflit né du règlement des réparations dues après une mort violente. Je vous remets ce passage du chant 18 sous les yeux. On y trouve dans ce passage non pas le vocabulaire de la thémis, mais celui de la diké. On a donc la foule sur l'agora qui est rassemblée, un conflit, le neikos, s'est levé. 2 hommes se querellent pour le prix du sang d'un homme mort. L'un affirme avoir tout donné et le déclare au peuple, l'autre nie avoir rien reçu. Les 2 recourent à un témoin pour en finir. La foule crie, partie pour l'un, partie pour l'autre. Donc il y a les héros qui contiennent la foule. Et puis ce qui m'intéressait, c'était ces anciens qui étaient assis sur des pierres polies, et je cite le texte, en un cercle sacré, le hierokuklo au datif que l'on voit à l'écran. Ils ont dans les mains les sceptres des héros dont la voix ébranle l'air. Ensuite, y prenant appui, donc il faut imaginer, ils se lèvent, ils prennent appui sur le sceptre, ils émettent leur sentence à tour de rôle, et c'est dikatzein que j'ai traduit par émettre la sentence. Au milieu sont déposés 2 talents d'or pour celui d'entre eux qui prononcera le plus droitement sa sentence. Et on a à nouveau, ici sous une forme adverbiale, l'adjectif itus associé à diké. Outre la qualité de hieros du kuklos, du cercle qui est formé par les anciens, j'avais souligné le fait que les sentences émises par les anciens, ici mises en scène, impliquaient qu'ils devaient être, à l'instar du basileus d'Hésiode que l'on vient de revoir passer, dépositaires de thémistes sur lesquels fonder une injonction avec le plus de droiture possible. Même si les thémistes ne sont pas explicités dans ce passage, je dirais le parallèle que l'on peut faire avec le passage de la Théogonie laisse peu de doute, me semble-t-il. À cet égard, le champ sémantique de la thémis est implicitement convoqué par l'expression de la diké qui en procède et qui doit résoudre le neikos, le conflit. Cette notion de conflit, on va la voir de manière récurrente cette semaine et la semaine prochaine. Je reviens à la théogonie. Sur les 3 occurrences du terme, puisque ici je suis à nouveau donc dans une démarche d'analyse lexicale et de champ sémantique. Donc, on a vu les thémistes dans la théogonie avec le roi sur l'agora. Et sur les 3 occurrences du terme, donc, dont celle que je viens d'afficher, 2 concernent les dieux, en fait. Donc, avec ce passage de la théogonie, on était dans le monde des hommes, mais les 2 autres occurrences de Thémis apparaissent dans le monde des dieux. Et ainsi, dans la généalogie, ici où on voit apparaître donc la théogonie proprement dite, la naissance des dieux,
on voit apparaître Nérée, le vieux de la mer, le père fécond des Néréides, hein, les nombreuses filles qu'il met au jour, enfin qu'il met au monde. Et donc, je cite la traduction d'Annie Bonafé au vers 233-236. Quant à Nérée, sans mensonge ni oubli, donc absedea, puisqu'on a un accusatif, absedea kai aletheia, ce fut Pontos qui lui donna naissance, c'est l'aîné de ses enfants. Mais si on l'appelle le vieillard, c'est-à-dire Guérone, c'est parce qu'il est infaillible et bienveillant qu'avec lui les thémistès, et les voilà, ne tombent pas dans l'oubli et qu'il ne connaît que des saints justes et bienveillants. Et on trouve ici le champ sémantique du dikaion, de la diké. On voit ici projeté dans la sphère suprahumaine la compétence de certains anciens, hein, ce sont les Gérontes de l'Iliade, qui sont strictement parallèles à Nérée, que l'on appelle conventionnellement Gérone, pour cette raison même, hein, cette sagesse qui lui est propre. Cette compétence donc, mobilise les thémistès, que j'ai laissés en l'état, donc, et qu'Annie Bonafé traduisait par juste coutume, comme elle l'avait fait, ou arrêt coutumier, comme elle l'avait fait dans l'autre passage. On retrouve aussi dans ces vers le champ sémantique de diké, avec l'adjectif dikaios, qui qualifie le comportement adéquat. Il y a une continuité dans l'évocation de Nérée dans ces vers entre probité, infaillibilité et bienveillance, mais aussi mémoire. Et j'insiste sur ce terme en vous renvoyant à l'étude de Marcel Etienne dont j'ai déjà parlé en début de cycle, Les maîtres de vérité, où Etienne montrait bien que l'aletheia archaïque est avant tout une absence d'oubli. Et on a ici clairement, avec ce passage sur le vieux de la mer qu'il analyse d'ailleurs aussi dans son ouvrage, l'exemple parfait de cette conjonction entre l'aletheia et l'absence d'oubli. Nérée, donc, qui est tant absedes qu'aléthès, inscrit la thémis dans le registre de la droiture, mais aussi, par son rapport à la mémoire, dans la longue durée, dans une sorte d'arrière-plan qui inspire toutes sortes de comportements et des décisions explicitement appuyées sur ces thémistès. Enfin, on le voit dans ce texte et on l'a perçu dans la récurrence de l'association entre le registre de Thémis et celui de Diké. Mobiliser et appliquer correctement les thémistès, c'est être dikaios. Et donc on voit cette association étroite. Et selon le principe dont j'ai déjà souvent parlé entre ces murs, qui veut que dans la généalogie des dieux, les enfants spécifient les compétences de leurs parents, on voit dans le nom qui est donné par Hésiode à quelques-unes des filles de Nérée, bon, alors il y a une série de filles qui ont évidemment un rapport avec la mer, avec l'activité maritime, etc., mais il y en a quelques-unes qui expriment les qualités de jugement de leur père. Je vous ai mis leur nom sous les yeux. On est donc au vers 257-262. On a Léagoré, qu'on peut traduire. Et là, j'ai repris les jolies traductions d'Annie Bonafé. Léagoré parle au peuple, Évagoré, bonne parleuse, Laomédée, gardienne du peuple, Poulinoé, mille pensées, Autonoé, qui pense par elle-même, Lysianassa, délit seigneur, Thémisto, voilà, on retrouve le champ sémantique, Thémisto des justes arrêts, Pronoé, la visée, Énémertès, l'infaillible, et on avait déjà le terme dans les qualités mêmes de Nérée. Infaillible, donc, Némertès, qui a l'esprit de son père immortel, nous dit le poème. Ces filles divines déploient donc dans leur nom les aspects potentiels de la thémis dans le registre de la parole sociale et de la décision commune. Donc voilà pour la deuxième occurrence du registre de la thémis dans la théogonie. Et la troisième et dernière occurrence de thémis dans la théogonie, occurrence à laquelle nous, modernes, ne mettons pas de majuscule, cette
occurrence, intervient pour exprimer la loyauté de Zeus à l'égard des dieux qui le soutiennent dans sa prise de pouvoir contre les titans. Vous savez que dans la théogonie, on a des crises qui doivent aboutir au triomphe et à l'installation de la souveraineté de Zeus sur le monde. Et une de ces crises, c'est la titanomachie, c'est-à-dire la lutte entre les dieux de différentes générations. Et au vers 392-396, voilà ce que le poète nous dit de l'attitude de Zeus par rapport à ceux qui acceptent de le soumettre, de le soutenir parmi les dieux. Zeus, leur dit qu'à tout dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il n'arracherait pas, quel qu'il fût, ses privilèges. Et on a le mot géraon, donc le géras dont on a déjà parlé. Donc il n'arracherait pas ses privilèges, mais que chacun, pour honneur propre, garderait au moins ce qu'il avait jusque-là parmi les dieux immortels. Et quiconque se trouvait du fait de Cronos sans honneur propre ni privilège entrerait en possession d'honneur propre et de privilèges, comme le veut la Thémis. Et voilà évidemment la Thémis, avec cette expression qu'on a déjà vue passer dans l'épopée homérique, he Thémis esti, donc ce qui est Thémis, qui est conforme à la Thémis. Comme vous le voyez à l'écran avec les différents mots en grâce que j'ai ainsi mis en évidence, le passage est saturé de références à la Timée et au Géras, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises, notamment l'an dernier à propos du statut des héros. Car c'est bien de statut qu'il s'agit et des marques concrètes de la reconnaissance du statut en question. L'honneur d'un être, qu'il soit divin ou humain, implique une part d'honneur qui en concrétise la reconnaissance, reconnaissance du statut. Ainsi, je vous rappelle que le cœur même de l'intrigue iliadique n'est rien d'autre que la privation de son Géras et donc d'une atteinte à sa Timée qui fait gronder Achille d'une colère ravageuse. Le cœur du processus théogonique mis en forme par Hésiode, et au cœur de ce processus théogonique, évidemment, le mythe de souveraineté, c'est l'équilibre attendu d'un monde où le pouvoir de Zeus passe par la reconnaissance du statut de ses pairs en divinité, et plus loin dans le poème, par l'attribution aux humains d'une condition qui lui soit propre. Donc, la dévolution des Timae est quelque chose qui est fondamental dans le poème. Or, le passage de la théogonie que vous avez sous les yeux atteste que la reconnaissance du statut et la dévolution de la part qui revient à chacun en fonction de ce statut, eh bien ces deux choses, ce sont des exigences induites, elles aussi, par la Thémis. Que ce soit dans le monde des dieux, Zeus parmi ses pairs, comme ici, ou dans celui des hommes, pour les passages que nous avons vus précédemment, sur l'agora, ou dans d'autres aspects moins publics de l'activité humaine, parce que la Thémis, ce n'est pas qu'une affaire d'agora. Donc, que ce soit dans le monde des dieux ou dans le monde des hommes, la Thémis est à l'œuvre et déploie ses exigences avec la Dike comme manifestation concrète de son application, ainsi que je vais vous le montrer dans un instant. Alors, comme j'essaie toujours de vous donner un aperçu aussi bibliographique des thématiques que j'aborde, il est clair qu'on a déjà beaucoup glosé sur la Thémis et la Dike dans l'historiographie. Et ici, vous avez une liste comme ça, vous pouvez télécharger la présentation et en disposer. Une liste qui est évidemment absolument non exhaustive, où on voit le vieil ouvrage de Hirzel, Thémis, Dike und Verwandt. Donc vous avez ici, en 1907, ce vieil ouvrage. Vous avez évidemment les études essentielles de Benveniste sur ces questions. Le désormais classique The Justice of Zeus de Lloyd Jones, différents articles, 2 travaux italiens de Corsano et de Lo Schiavo sur Thémis, l'ouvrage de Marcel de Tienne, Apollon le couteau à la main, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans un moment, Jean Rudard dont je vais vous parler, puis David Bouvier, un important article de Gabriella Pironti dans l'entourage de Thémis, et enfin une thèse qui a été soutenue il y a quelques années
sur Timée, Moira, Cosmos, Thémis et Dike par Vincent du Sablon. Donc, bibliographie abondante dont ceci n'est que l'écume. Donc, c'est une problématique extrêmement importante dans le cadre de cette réflexion sur la période archaïque et les relations, les représentations du monde et les relations sociales. Dans cette liste, j'épinglerai tout particulièrement, et cela ne vous étonnera pas si vous me suivez depuis un certain temps maintenant, le livre de Jean Rudart qui a souligné les spécificités de la Thémis et de la Dike en associant, et c'est là la force de ce livre, en associant dans sa réflexion les usages communs des termes, mais aussi le profil des divinités que ces termes désignent. Et je pense que c'est ce qui confère à ces analyses une profondeur appréciable. De telles déesses au nom parlant, on va voir tout de suite, sont trop souvent ramenées au statut d'abstraction personnifiée, voire de simples allégories, alors que dans dans l'imaginaire de ceux qui mobilisent ces puissances, qui mobilisent ces concepts, il s'agit de puissances à l'œuvre dans le monde, et certaines d'entre elles sont susceptibles de recevoir des cultes en bonne et due forme. Donc on n'est pas dans le registre de l'abstraction. Rudart offre aussi une interprétation de l'étymologie du mot Thémis qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Je vous ai dit que l'étymologie n'était pas toujours nécessairement un outil indispensable pour comprendre les emplois d'un terme, mais dans certains cas, ça peut véritablement éclairer la démarche. En effet, les linguistes s'accordent généralement à rattacher Thémis à la racine indo-européenne que vous avez ici, et qui est aussi celle de tithémi, du verbe tithémi, poser, établir, instituer, tout ça est bien connu. Mais je vous rappelle aussi, et la convergence des deux est très intéressante, me semble-t-il, qu'Hérodote lui-même, je vous ai parlé de ça il y a 3 ans, 3 ans même, Hérodote, quand il glosait sur l'origine même du mot théos, renvoyait le terme, alors de façon tout à fait fantaisiste, puisque ce n'est évidemment pas une étymologie scientifique, mais je vous ai dit combien les étymologies, les parétymologies étaient intéressantes. On voit qu'ici, il rapproche théos du verbe tithémi, et donc de cette racine de l'établissement, du fait de poser, d'établir, et j'aurai l'occasion plus tard de revenir sur la notion de nommer, dont j'avais déjà un peu parlé précédemment. Je reviens à la linguistique. Si le radical, la première partie du terme thémis est ainsi élucidé, le deuxième élément, le mis, est beaucoup plus rare en grec. On pense à dynamis, mais c'est à peu près un des seuls termes qui est ainsi formé. Il y en a quelques autres, mais ce sont des termes pour partie d'origine étrangère. Je pense à pyramide, par exemple, mais on n'est pas dans le même registre. Et le radical donc, est élucidé, rapport à tithémi, au fait de poser, d'ancrer, mais le deuxième élément, donc, je le disais, est d'autant plus discuté parmi les linguistes que la flexion de Thémis pose des problème sur lequel je ne m'attarde pas. Il n'y a donc pas de consensus, mais la tendance la plus répandue est de voir dans Thémis la règle ou l'ordre, ce qui est établi. Néanmoins, c'est le dérivé thesmos, dont je vous parlerai la semaine prochaine, qui assume pleinement le sens de ce qui est établi. Et traduire Thémis par règle établie ou ordre établi en fait un état figé, alors qu'elle apparaît comme un principe dynamique. Et ça, Rudart l'a bien souligné, et je le suis sur ce point. Et avant de poursuivre, je dirais, cette réflexion sur le dynamisme qui est inhérent à la notion même, je vais aller voir du côté de la divinité. L'inscription de Thémis, avec majuscule, disons-le, c'est l'indication pour un moderne qui signale que nous avons affaire à une puissance divine.
L'inscription de Thémis dans la généalogie hésiodique est bien connue, je la rappelle rapidement. On a donc Zeus qui avale d'abord la déesse Métis, l'intelligence rusée, et puis il s'unit à Thémis, qui met au monde, vous le voyez à l'écran, les Horai et les Moirai. Et selon le principe que j'évoquais tout à l'heure, qui veut que les enfants spécialisent en les précisant les compétences de leurs parents, les filles de Zeus et de Thémis déploient les potentialités de leurs ascendants. Les trois Horai, respectivement Eunomia, Dike et Eirénée, je reviendrai sur la traduction qu'on peut donner à ces déesses. Donc, ce sont respectivement ces trois figures. Les Moirai, je ne m'y arrêterai pas, qu'il me suffise de rappeler, en citant Hésiode, qu'elle donne aux humains mortels d'avoir le bien comme le mal, les parts divines donc, et sur ces figures, je vous renvoie à l'article de Gabriela Pironti dont vous avez la référence sous les yeux. Vous le voyez à l'écran, dans l'ordre généalogique, Thémis est antérieur à Dike, ce qui résonne avec les passages où sur l'agora, les Thémistes, en tant que préceptes fondés sur la Thémis, induisent des Dikae. Les premières sont la source des secondes. Généalogiquement parlant, la maternité de Thémis exprime le caractère englobant de la puissance qu'elle incarne. Ses filles en déclinent les actualisations potentielles une fois qu'elle s'est unie à Zeus, parce que la part de Zeus en cette affaire n'est pas accessoire. Ceci dit, il est intéressant de constater aussi que même par rapport à Zeus, même s'il n'est pas accessoire, loin de là, Thémis occupe une position de surplomb puisqu'elle appartient à la génération précédente, celle de Cronos. Et en faisant de Thémis sa deuxième épouse, Zeus assume le potentiel régulateur de Thémis et il se l'approprie, alors de façon moins brutale qu'avec Métis qui l'avalait, mais il l'intègre en quelque sorte par les épousailles et la procréation des Horai et des Moirai, il assume le potentiel donc régulateur. Et cette union dit les effets de cette régulation dans le monde stabilisé sous son autorité. Alors, il ressort des analyses de Rudart que la Thémis en laquelle les Grecs reconnaissaient une puissance active dans le cosmos et parmi les hommes est une notion plus complexe que ne le laisse entendre la traduction d'ordre ou même de normes que j'ai moi-même utilisée dans le titre de ces leçons, parce que, je le disais il y a un instant, ça a tendance à figer la figure. Et je vous rappelle que tout à l'heure, j'ai évoqué la notion de filet normatif. Filet normatif qui régule la vie en société pour traduire en quelque sorte la notion de Thémis, et non cadre normatif ou norme de cours. Alors les métaphores sont parfois des outils de réflexion intéressants, et un filet, de ce point de vue, contient de manière souple ce qu'il est susceptible d'accueillir, et s'y adapte, mais dans les limites de son amplitude. Et c'est cette métaphore qui me semble intéressante à mobiliser pour comprendre la Thémis. C'est ce potentiel d'adaptation, mais aussi la nécessité de poser des limites que véhicule la notion de Thémis. Dès lors, encore une fois, rendre la Thémis par les notions d'ordre ou de norme n'est pas faux en soi, loin de là. Mais ce choix renvoie à un ordre fixe, immuable, qui semble contrevenir à la richesse des emplois du mot. Revenons un instant à la question de l'étymologie et du sens qu'il permet d'induire. Donc, que le radical renvoie à l'idée de poser, d'instituer est peu douteux. Bon, on en a discuté, mais je pense que le rapport à Titémie est peu douteux. Mais à l'instar de dynamis, qui signifie la puissance, non pas ce que l'on fait, mais ce que l'on est capable de faire, c'est ça que signifie dynamis. Le mot thémis, et là je reprends l'hypothèse de Rudart, n'exprimerait-il pas la capacité à poser et à instituer,
davantage que le résultat. Alors, Rudart lui-même reconnaît que le rapprochement entre Thémis et Dynamis de ce point de vue est peut-être un peu périlleux, car la flexion des termes n'est pas la même, et je vous ai dit que la flexion de Thémis était quelque chose de compliqué. Néanmoins, il me semble que les usages de Thémis, tels qu'on les a vus jusqu'ici, ne dissuadent pas de suivre la voie ouverte par le savant genevois et de définir le mot comme il le fait, dans cette potentialité, si vous voulez, plus que le fait de figer. Et je reprends la définition qu'il donne de Thémis, et que je trouve d'abord très belle et en plus très, très juste. Donc il dit que Thémis est une exigence d'équilibre qui surgit dans les esprits lors de conjonctures parfois difficiles où un individu singulier, parfois un groupe d'individus solidaires, doivent agir. Cette exigence leur inspirera des conduites précises, variables selon les circonstances, mais semblable à elle-même en tant qu'exigence dans tous les cas où elle se fait sentir à eux. Elle, donc la Thémis, reste dans l'universalité que cette permanence lui confère, obscure et malaisément définissable. C'est extrêmement une définition complexe, mais qui montre bien la variabilité potentielle de ce qu'induit la notion. Donc c'est une exigence d'équilibre, ce n'est pas une norme au sens strict ou un ordre établi au sens strict. C'est cela que, me semble-t-il, le rapport à la portée de Dynamis donne d'intéressant quand on réfléchit sur Thémis, avec cette finale si rare en grec qui est la même des deux côtés. Ce que dit aussi la généalogie hésiodique, c'est que la Thémis se reconnaît à ses effets. Et j'arrive maintenant à l'identité des filles du couple. Eunomia, qui est la bonne répartition, le bon ordonnancement, la bonne organisation. Dike, qui est justice, au sens de l'application droite des impératifs de la Thémis, selon les principes que j'ai mis au jour dans l'analyse de différents passages de l'épopée et de la théogonie. Donc justice, pas quelque chose d'abstrait, mais au sens l'application droite des principes, des impératifs de la Thémis. Et Eirénée, enfin, qui est la paix, en tant que résultat idéal des principes et des actions mis en œuvre par ses sœurs divines. Et ces trois filles de Zeus et de Thémis portent le nom collectif de Horai. Alors les Horai, c'est encore un terme difficile à traduire. Par facilité, on va traduire par les heures, mais ça rend compte très imparfaitement de la complexité de la notion. Les Horai, ce sont donc, en tant que collectif, si on oublie un instant l'identité précise de ce qu'on met derrière cet intitulé global, ce sont des puissances de régulation comme leurs parents, selon le principe que j'ai déjà évoqué. Et collectivement, elles sont susceptibles d'intervenir dans tous les domaines de l'existence où elles expriment le caractère approprié, l'efficacité de ce qui advient ou de ce qui fait advenir. Je pense alors au rythme du cosmos et leur régularité. C'est un effet de l'action des Horai. L'épanouissement des êtres vivants au moment propice peut être aussi un effet de cette action. Les étapes harmonieuses des relations sociales, les périodes de l'existence humaine, etc. Elles contribuent donc à leur manière à cette exigence d'équilibre et d'ordonnancement que leur mère porte en elles de façon globale et dont leur père, parce que je vous disais que son rôle n'était pas anecdotique, est le garant souverain car la stabilité de son règne en dépend. Il y a une interaction entre Thémis et Zeus de ce point de vue. Revenons à présent aux cyclopes, à Thémistoi, dont nous sommes partis. Ils vivent chacun pour soi, ne cultivent pas la terre, ils dévorent les suppliants, ils méprisent Zeus et les dieux bienheureux, même s'ils profitent de la végétation qui pousse grâce à l'effet des dieux, mais fondamentalement, il y a ce mépris de la Thémis chez les cyclopes. Différents éléments de comparaison sont susceptibles de s'imposer à l'esprit de l'auditeur d'Homère face à ces monstres, mais c'est leur profil d'Athémistoi que je vais mettre ici en contraste avec les
les assemblées des dieux et celles des hommes, puisque, on l'a dit, hein, ce qui manque au Cyclope dans le passage que je viens de remettre sous vos yeux, c'est précisément les assemblées délibérantes et les thémistès. Or, au chant 20 de l'Iliade, Zeus, qui veut réunir tous les dieux, où qu'il réside, charge la déesse Thémis d'appeler à l'assemblée les dieux depuis le sommet de l'Olympe aux nombreux replis, nous dit le poète. Quant au deuxième chant de l'Odyssée, on y voit se déployer cette compétence de Thémis dans le monde des hommes, puisque Télémaque, qui veut réunir les hommes d'Ithaque pour les convaincre de ne pas céder au parti des prétendants, prend deux divinités à témoin. « Je vous en supplie, dit Télémaque, par Zeus Olympios, ainsi que par Thémis, qui tout à la fois réunit et dissout les assemblées des hommes. » J'insiste aussi sur le fait, donc on voit ici hein, cette dualité, ce couple en fait, qui est invoqué par Télémaque. J'insiste sur le fait que le cercle des anciens, dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, qualifié de hieros au chant 18 de l'Iliade, entre dans ce même cadre, où se confortent mutuellement la souveraineté de Zeus, ici il est qualifié de maître de l'Olympe, c'est vraiment en tant que roi qu'il est invoqué, et l'exigence d'équilibre associée à l'intervention de Thémis. C'est pourquoi, au vu des analyses de Hieros menées les semaines précédentes, je serais d'avis de convoquer comme autre élément de comparaison avec la vie sauvage des cyclopes, donc ici on voit bien que le fait de ne pas être, de ne pas disposer des thémistos, de ne pas avoir d'agorailles délibérantes, est en contraste avec ce qui se fait à la fois dans le monde des dieux et dans le monde des hommes. Mais je pense que le cercle des anciens, le hieros kuklos, nous permet d'élargir la comparaison. Et ce qui est en contraste avec ce monde si particulier des cyclopes, c'est précisément la polis hiera, à savoir les occurrences, je vous les remets sous les yeux, ces occurrences où le nom d'une cité est flanqué de l'épithète hieros. Ce qui est ainsi mis en évidence est la polis comme lieu privilégié de l'existence d'une communauté inspirée par Thémis, idéalement tendue vers l'équilibre et l'inscription harmonieuse dans le monde. Si l'adjectif hieros est bien, comme je l'ai souligné, la qualité particulière qui associe ce qu'il affecte à la puissance d'une ou de plusieurs divinités, je pense que l'incursion dans le champ de la Thémis que j'ai commencé au début de cette leçon permet d'affiner les conclusions provisoires qui ont été, que je vous ai rappelées tout à l'heure. C'est précisément l'action du couple Zeus-Thémis et de ces deux triades de filles, les Horai et les Moirai, qui est associée aux cités prospères, où ce qu'il est Thémis d'accomplir l'est effectivement dans tous les domaines de l'existence du groupe et des individus qui le composent. Ce sont également ces figures de régulation, d'équilibre, que dessine sur un plan cosmique l'application de hieros à la lumière du jour et à l'obscurité de la nuit. Alors bien entendu, je suis bien consciente de cela, l'identification des forces à l'œuvre derrière ces usages de hieros n'est pas formalisée dans les passages que nous avons vus les semaines précédentes. Elle n'est pas explicitée comme nous avons pu le voir dans le cas du blé de Déméter ou de l'air de battage où on avait une stricte association entre l'adjectif et la divinité concernée. Mais la convergence des différents plans humains et divins que dessine la poésie archaïque d'Homère à Hésiode m'invite à aller dans ce sens. En conséquence, dans la vie des sociétés humaines qu'évoque la poésie épique, l'équilibre auquel tend l'application de la Thémis est fondé sur le respect du statut et de la part de chacun, qu'il soit Dieu ou homme. Le filet régulateur de la Thémis, pour reprendre ma métaphore, englobe potentiellement tous les types de comportements et les maintient dans les limites indispensables à la bonne marche du monde. Ce monde est conçu comme un ensemble solidaire de cycles cosmiques et de réalités socio-politiques au sens le plus large des relations qui peuvent se nouer entre les hommes et de celles qui doivent se nouer entre les hommes et les dieux.
C'est une même exigence d'équilibre qui inspire le rythme des saisons, la maturation des plantes ou des jeunes gens, les délibérations à l'assemblée, l'accomplissement des sacrifices ou l'accueil des suppliants. Il n'y a en fait pas de véritable solution de continuité entre tous ces domaines d'action de Thémis et de ses filles. Et il serait vain, dans la vision du monde que suggèrent les vers d'Homère et d'Hésiode, d'opposer l'équilibre attendu du monde naturel à celui de la société. Tout procède d'une même potentialité et le déséquilibre d'un domaine a des effets potentiellement délétères sur tous les autres. Je vous présente quelques passages bien connus où on voit véritablement cette articulation entre le bon gouvernement et la prospérité au sens concret de la production agraire, agricole et végétale. Nous sommes au chant 19, au vers 914. C'est Ulysse qui est face à Pénélope. Ils ne se sont pas encore reconnus, enfin, la reine n'a pas encore reconnu son époux. Et Ulysse exalte les qualités d'un bon roi, je cite, « Ta gloire ainsi que celle d'un roi excellent, qui, ayant la crainte des dieux, règne sur un peuple nombreux et brave dans le respect de la justice. » Vous voyez à nouveau Théoudès que l'on avait vu passer tout à l'heure, Eudichias. La noire terre produit le blé et l'orge, les arbres se chargent de fruits, les brebis donnent des petits à souhait, la mer fournit les poissons par l'effet d'un bon gouvernement. Vous avez ici le terme euégésié. D'un bon gouvernement, les peuples prospèrent sous ce roi. Et Hésiode le chantait lui aussi dans les travaux et les jours, exhortant son Persès, son frère. « Toi, Persès, dit-il au vers 213-221, écoute la justice. » En l'occurrence, c'est Dikée. Ne te soumets pas à la démesure. On a cette opposition bien connue chez Hésiode entre Dikée et Hubris, car la démesure est un mal pour l'humain faible. Pas même le brave ne pourrait facilement la porter. Il croule sous elle, il trébuche et se perd. De l'autre côté, une route meilleure mène aux actions justes, et on a les Dikaïas qui apparaissent. À la fin, Dikée l'emporte dans son accomplissement sur la démesure. L'insensé qui souffre finit par comprendre. Aussitôt, serment poursuit les sentences retorses, et on a de nouveau la notion de Dikaï avec ce sens très concret de la sentence qui est fondée sur la thémis. Et certaines sont droites, on l'avait vu itus, certaines sont torves, retorses, et on a ici scoliae. C'est le tumulte quand Dikée est traîné là où l'amènent les hommes mangeurs de présents, et il tranche les arrêts de la thémis par des sentences retorses. Vous voyez le krinein thémistas, scolies, Dikès. Cette Dikée bafouée poursuit les cités et les peuples en leur ramenant des malheurs, puisqu'ils l'ont chassée, dit encore Hésiode, et ne l'ont pas dispensée droite. Vous voyez cette récurrence de l'adjectif itus pour qualifier Dikée. Tandis que ceux, poursuit le poète, qui rendent des arrêts droits pour leurs hôtes et les membres de leur communauté sans se départir de ce qui est juste, pour eux la cité s'épanouit et ses membres y prospèrent. Et on a, ici je ne vais pas lire la totalité du passage, mais on a à nouveau, comme dans l'Odyssée, cette vision de l'abondance qui est liée aux hommes droits. Vous avez ici encore l'adjectif itus. Et ces descriptions de cités prospères sont en fait comme une glose de la généalogie des enfants de Thémis et de Zeus, bonne organisation, justice et paix. Même si les préoccupations et les ambitions d'Homère et d'Hésiode ne sont pas les mêmes dans leurs œuvres respectives, les communautés que l'on voit vivre à l'arrière-plan du conflit troyen ou du retour d'Ulysse, pour l'un, et dans l'exhortation à Persès, que vous avez sous les yeux pour l'autre, convergent, me semble-t-il, pour nous permettre d'appréhender les éléments constitutifs de ce que j'ai appelé en titre, de façon opératoire et préliminaire, normes religieuses. Dans le monde du haut archaïsme que permettent d'appréhender les poèmes hexamétriques que nous avons convoqués, je reviendrai sur cette chronologie, les impératifs de la vie en société, quels qu'ils soient, répondent plus ou moins vivement et impérativement selon les contextes à des exigences, je l'ai dit, intériorisées par la culture qui les porte. Et ces exigences sont rapportées à des puissances divines qui se manifestent dans le monde. Alors évidemment, quand je qualifie dans mon titre la norme de
religieuse, je souhaite être claire à l'égard des auditeurs potentiels des leçons de cette année. Mais je laisse du même coup entendre qu'il est une norme qui ne serait pas religieuse. Or, la grille de lecture appliquée au monde par la poésie archaïque enracine dans le suprahumain les exigences qui dictent les comportements humains qui vivent dans les communautés de petite taille, dans une société du face-à-face et de tradition orale. Parce que je pense que c'est cela, c'est ce type de communauté que reflète la poésie archaïque, en tout cas la poésie hexamétrique. Alors, je parle d'une société du face-à-face. Cette notion de face-à-face a pu être discutée à bon droit pour l'Athènes classique. Certains ont dit non, ça ne marche pas. L'Athènes classique n'est pas une société du face-à-face. Certes, je n'entre pas dans ce débat-là, mais elle me semble peu contestable pour le monde d'Ulysse et celui d'Hésiode, que j'associe sans avoir le temps d'argumenter à la période allant de la fin du IXe au début du VIIe siècle. C'est là que se structurent progressivement des espaces de délibération publique. Les agorae boulets phoroi de l'Odyssée et le hieros kuklos des anciens du bouclier d'Achille. C'est là que s'expriment des préceptes aboutissant à des dikae les plus droites possibles, dans un cadre agonistique, souvenez-vous, les vieux se lèvent, s'appuient sur le sceptre et émettent des sentences, et puis finalement il y a un choix qui s'opère. Nous sommes dans un contexte agonistique qui dit la fluidité potentielle des décisions prises, mais dans un cadre traditionnel qui en édicte les limites. C'est le filet régulateur que j'ai évoqué plusieurs fois. La récurrence des adjectifs qui expriment la droiture ou son contraire, ce qui est retors, notamment les arrêts des rois mangeurs de présents d'Hésiode, bien une telle récurrence me conduit à qualifier ce qui se passe alors dans la régulation des conflits et plus généralement dans les impératifs de la vie commune de droit coutumier. Je reviens à ma question de norme. Droit coutumier, et je donne ainsi au terme de droit toute la charge sémantique qu'exprime l'adjectif grec itus, qui est, on l'oublie trop souvent dans nos communautés, dans nos sociétés modernes, mais le droit, c'est ça, c'est ce qui est lié à la droiture, le fait d'être droit. Et donc, quand je parle de droit coutumier, c'est en référence à la fois à cet adjectif itus, et j'associe évidemment à coutumier l'importance de la mémoire dans cette culture orale. C'est cette mémoire que nous avons vu apparaître dans le profil du vieux de la mer, Nérée, qui n'oublie pas les thémistos et n'a que dessein de justice et de bienveillance. La justice, c'est Dike, la puissance qui protège l'application droite des impératifs de la thémis et donne son nom aux décisions qui en résultent. Et on voit encore, comme on l'avait vu pour les hiéras, les parts, le terme hiéra, donc hiéron au pluriel, qui désignait à la fois les parts sacrificielles, mais aussi les cérémonies dans lesquelles tout cela s'inscrit, on voit cette même tension entre une forme d'abstraction de la justice, mais aussi les arrêts extrêmement précis qu'elle induit. Cette tension donc, entre concret et abstrait est extrêmement aussi intéressante à souligner. Enfin, un dernier passage de l'Iliade me permettra de conclure cette leçon sur Thémis et la Thémis. Au chant 11 de l'Iliade, donc, les Achéens sont toujours privés d'Achille, qui refuse obstinément de remonter au champ de bataille. Et les Achéens espèrent que Patrocle va le persuader de revenir au combat. Et Patrocle s'élance alors pour aller trouver son ami. Et le poète décrit ceci. Patrocle arriva en courant à l'endroit où ils ont, alors j'ai laissé les deux termes grecs, Agora et Thémis. C'est là aussi qu'ils ont construit des hôtels pour les dieux. Donc, on a ces trois éléments qui interviennent dans cette description. Nous l'avons vu précédemment, les semaines précédentes, au fil du temps passé à assiéger Troie, le camp achéen est devenu une sorte de ville, avec ses rues, ses aménagements, son rempart. Nous savons qu'agora signifie à la fois, toujours dans cette tension entre concret et abstrait, le lieu d'assemblée et l'assemblée elle-même. Et l'espace de délibération où se réunit l'armée, en tout cas les chefs de l'armée, est maintes fois représenté dans l'œuvre. L'usage de Thémis, ici dans ces deux vers, donc on est au chant 11 vers 807-808,
L'usage de Thémis est inattendu dans la mesure où il semble désigner une instance étroitement associée à l'agora en tant qu'espace. Un lieu où précisément, si Thémis est bien un lieu à cet endroit-là, mais voilà, il y a une ambiguïté dans l'usage des mots. Il y a en tout cas un rapport de Thémis ici avec le fait de prononcer les Thémistos dans l'assemblée des chefs de l'armée, Thémistos dont l'origine est rapportée à Zeus lui-même. Je vous mets à des nombreux passages où l'on a ce genre de vocabulaire dans l'Iliade. On parle du sceptre, qui est extrêmement important dans l'énoncé des décisions. On l'a vu avec les Gérontos du chant 18. Maintenant, les fils des Achéens, nous dit le poète au chant 1, le tiennent à la main, donc le sceptre, en tant que pourvoyeurs de Dikaï, donc les fils des Achéens sont dikaspoloi, donc pourvoyeurs de Dikaï, donc de sentences, qui tirent les Thémistos de Zeus. Donc ils expriment des Dikaï et en faisant cela, ils sont redevables des Thémistos de Zeus. Donc on voit à nouveau cette articulation. Donc, quelle que soit l'interprétation précise que l'on peut donner de l'emploi de Thémis dans ce passage du chant 11, est-ce que c'est une manière de désigner une forme d'assemblée ou un lieu? Bon. Je souligne en tout cas, et c'est ça qui m'intéresse dans ces deux vers, l'étroite proximité du lieu de délibération collective, l'agora, la référence à l'instance régulatrice qu'est Thémis et les autels des dieux. Ces trois éléments matérialisent spatialement en un même lieu ce que j'appellerais, pour faire vite, le sociopolitique chevillé à l'exigence d'équilibre que traduit la Thémis. Et en fait, je reviens au cyclope dont nous sommes partis, c'est l'image strictement inversée que donnent les cyclopes dans l'Odyssée. Absence d'agora, de Thémis et de respect pour les dieux. Ce pourrait être la définition minimale d'une polis hiera, dont la gestion est perceptible dans les vers d'Homère et qui est en développement dans les vers d'Hésiode. Mais à Thémis, il faut également associer le mot de thesmos, que j'ai évoqué tout à l'heure en disant que c'est thesmos qui signifie ce qui est établi. Et c'est de thesmos que nous parlerons la semaine prochaine en convoquant alors la question de la loi. Et je vous remercie de votre attention.